Salut à tous, bienvenue sur UcroGéo, et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à la géographie. Nous allons modifier une région, la rendant un peu plus accueillante. Elle est aujourd'hui connue pour abriter l'un des territoires les plus hostiles de la planète, et où la vie ne peut que difficilement s'épanouir. Je parle bien sûr du Sahara, la région d'Afrique abritant le plus grand désert du monde. Cette aridité particulière est due à plusieurs facteurs météorologiques. Une circulation atmosphérique favorisant un air desséché dans cette région, l'inhibition pluviométrique à cause d'une mauvaise condensation de la vapeur d'eau, à des températures particulièrement élevées, et d'autres dont je ne peux citer. Pourtant, cette région n'a pas toujours été un désert comme nous le connaissons aujourd'hui. Des peintures rupestres et des lits d'anciens lacs témoignent d'un environnement bien plus favorable qu'aujourd'hui. Ce lieu géographique serait en fait soumis à un cycle de verdissement et de désertification qui pourtant ne semble pas coïncider avec les cycles de périodes glaciaires et interglaciaires. Par exemple, la dernière période glaciaire a commencé il y a 115 000 ans et s'est terminée il y a environ 11 000 ans. Bien sûr, ces dates varient selon les sources. Et des fossiles ont démontré l'existence d'une période humide africaine qui commença il y a environ 12 000 ans et a permis le maintien d'un Sahara vert jusqu'à environ moins 5 000 ans. Et la désertification qui a suivi correspondait à l'un des plus grands changements environnementaux de l'Holocène. Durant cette période humide, un phénomène apparenté à la mousson était répandu sur toute l'Afrique du Nord. Les zones humides dominaient ainsi la région. Il devint progressivement de plus en plus aride à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ, entraînant la migration des populations de l'Afrique du Nord vers la vallée du Nil, ce qui a finalement conduit à l'émergence des premières sociétés avec la culture de Nagada et l'avènement des premières monarchies nilotiques à Abydos et Hierakonpolis. Dans cette vidéo, nous allons nous mettre dans la perspective que le Sahara, depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, n'a pas connu de nouveau le processus de désertification et a pu ainsi rester vert jusqu'à nos jours. À quoi ressemblerait le monde si un tel paysage était maintenu? Nous allons le savoir tout de suite, mais avant de commencer, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos et ça soutient mon travail. Voici maintenant une proposition de scénario qui pourra bien sûr faire l'objet de discussions dans les commentaires. Depuis quelques milliers d'années, le Sahara de cette réalité alternative concentre une dizaine d'habitats différents. Humide ou sèche, recouverte de forêts ou pas, cette terre offre une riche diversité d'espèces animales et végétales dont certaines occupaient déjà le continent depuis plusieurs millions d'années. Le Sahara est caractérisé par la présence en son sein de plusieurs lacs dont certains sont de taille gigantesque. Le lac Tchad, le lac Annette, le lac Chotz, se trouvant le plus au nord et dont des rivières communiquent ce lac et la mer Méditerranée, et le lac Fezzan. Au centre de la région se trouvent trois principaux massifs montagneux. La chaîne de Tibesti, au nord du Tchad, l'Ennesti, dont son point culminant atteint 1282 mètres d'altitude, le massif gréseux de l'Ardrar, et Hogar. Ce dernier est un massif volcanique, dont la partie la plus élevée, l'Akator, possède un sol de composition granitique. Le Sahara possède aussi trois points chauds, dont le magma alimente une dizaine de volcans différents et dont les éruptions peuvent être particulièrement violentes. Côté météo, le Sahara est une région bénéficiant d'une grande diversité de climats. Climat océanique à l'ouest, où les hivers sont doux et les étés plutôt chauds, et le climat continental au centre, où les hivers sont parfois intenses, mais où les étés sont chauds et secs. Au nord se trouvent aussi deux types de climats. À l'ouest, du climat montagnard peut se faire ressentir, où la température moyenne de la région est d'environ 5 degrés l'hiver, et à l'est, un climat méditerranéen où la chaleur y règne, même en hiver. Enfin, au sud, se trouve le climat tropical. Cet habitat est propice au développement d'arbres à feuilles caduques et où le taux d'humidité est particulièrement élevé. Je l'ai dit tout à l'heure, le Sahara donne une grande diversité de paysages. Si nous ne trouvons pas de forêt méditerranéenne, nous pouvons aussi trouver de la garrigue ou des sols nus à blocs gréseux. Au milieu des montagnes de l'Atlas, nous pouvons trouver des plaines et des forêts alpines à partir de 2100 mètres d'altitude, tandis que la forêt tropicale domine toute la région du sud. Elle est cependant remplacée par endroits par d'immenses marécages et des mangroves où les terres émergées sont régulièrement noyées. Pourtant, l'essentiel du Sahara, à 65%, est occupé par d'immenses steppes arborées ou de savanes. C'est dans ce milieu où la plupart des premières activités humaines furent réalisées, allant de la chasse à l'élevage, en passant par la pêche et la cueillette de fruits endémiques du Sahara.
Grâce au maintien de la fertilité de cette région, la plupart des grands animaux purent survivre et donnèrent à l'heure actuelle une faune diversifiée dont les autres continents ne peuvent égaler. Éléphants, antilopes, girafes, zèbres, crocodiles, primates, lions et même d'autres espèces considérées comme éteintes dans notre réalité, notamment le Deinonychus, le Dinophélis ou encore l'Ancylotérium, un cousin éloigné du cheval. À partir de 5000 ans avant Jésus-Christ, le Sahara voit son sol occupé par des tribus qui pour la plupart se sont installées à proximité des grands lacs ou au bord de la mer. D'abord nomades, ils sont devenus sédentaires et certains auraient même fini par devenir maîtres en l'art de la pêche. Dans ce Sahara uchronique, la première richesse ayant été exploitée serait la pêche, mais d'autres activités ont suivi, notamment la poterie ou la céramique, dont les matières premières abondent près des terres humidifiées. D'autres auraient encore suivi le bétail adapté à la région, la construction de maisons sur pilotis près du golfe de Guinée, l'agriculture, tout ça, que demander de mieux pour que des civilisations naissent et se développent. Cependant, en dehors des régions mentionnées sur la carte, le reste du Sahara serait occupé par des tribus nomades ne pratiquant aucune innovation technologique. Ceci est d'ailleurs mon dernier point sur ce sujet, un Sahara vert ne laisserait pas échapper une occasion de voir une modification du cours de l'histoire. Des civilisations existant dans notre réalité verraient ainsi leur destin modifié dans le sens négatif au profit de nouvelles qui pour certaines ne pouvaient pas se développer dans notre réalité. L'exemple le plus flagrant serait celui de l'Égypte. Démographiquement parlant, la civilisation égyptienne serait diminuée. J'ai précisé en début de vidéo que l'installation de celle-ci est due à la migration massive de peuplades ayant fui l'Afrique de l'Ouest à cause du climat aride de la région. Sans cette migration, l'Égypte serait moins influente et n'aurait peut-être pas vu sa population croître aussi rapidement. Selon moi, même si les conditions environnementales le permettaient, la civilisation égyptienne utiliserait également le Nil comme cordon de l'Empire et resterait ainsi centralisée. Cela aurait été une bonne stratégie pour se protéger des invasions venues de l'Ouest et pour favoriser des échanges commerciaux avec le reste de l'Afrique par le biais de routes commerciales. Ces échanges auraient permis à l'Égypte de survivre à un potentiel effondrement de l'âge de bronze dont les conséquences étaient catastrophiques dans notre réalité. L'Égypte deviendrait ainsi une grande puissance économique au point même de dérouter Alexandre le Grand lors du siège de Tyr en 232 avant Jésus-Christ. Rome verrait ainsi en l'Égypte un pays ami, voire allié, et y aurait entretenu des relations diplomatiques peu de temps après la mort du célèbre Alexandre, roi de Macédoine. Mais la vie de Rome n'aurait pas été de tout repos, car il aurait été pendant un temps confronté à peut-être une civilisation qui, grâce à un Sahara vert, deviendrait très puissante, la civilisation carthaginoise. Ici vous voyez Carthage à son apogée en 219 avant Jésus-Christ, voici Carthage si elle avait réussi à s'emparer de quelques territoires en Sahara. La différence est flagrante. Que ce soit la première, la deuxième ou même la troisième guerre punique perdue, Carthage aurait tout de même acquis quelques victoires décisives face à Rome, notamment l'occupation momentanée de la capitale par les légions d'Hannibal si celui-ci avait vraiment donné un assaut. Si Carthage avait survécu, cet empire égalerait l'empire romain dont la base serait l'Afrique du Nord, et cela grâce, je le répète, à un Sahara non désertique. Rome se serait ainsi tourné vers les régions du Nord et le Moyen-Orient, et on aurait pu voir une conquête prématurée de ces contrées. La concentration romaine serait ainsi plus importante que dans notre réalité, et l'assimilation des peuples dits barbares aurait ainsi eu lieu. Grâce à cette extension, l'Empire romain aurait peut-être gagné 1 ou 2 siècles de plus de survie, au point de mettre en place les premières facettes de la mondialisation. Les avancées technologiques, en Europe et au Moyen-Orient, seraient ainsi plus précoces, plus rapides, au point que les habitudes des peuples de ces régions en seraient bouleversées. Avec un continent culturellement redessiné, c'est toute l'histoire de l'Europe qui est changée. Tellement changée que certains peuples européens que l'on connaît actuellement n'auraient probablement pas vu le jour. Une autre différence aurait été aussi la colonisation africaine. L'absence de barrières désertiques aurait provoqué 2 conséquences majeures. La première serait que la puissance des plus grandes civilisations africaines serait telle qu'elles auraient été capables d'installer des colonies en Amérique. L'Afrique de l'Ouest serait ainsi traitée sur un pied d'égalité avec l'Europe et des échanges commerciaux auraient été entretenus avec ces 2 continents. Concernant les religions, bien sûr comme en Inde aujourd'hui, le Sahara aurait donné, à travers les siècles, d'importants groupes ethniques et religieux. Des religions d'abord polythéistes, dont les variantes enrichiraient le patrimoine culturel de la région, jusqu'à l'installation des fameuses religions monothéistes.
Mais j'oublie l'essentiel. J'ai oublié de parler des possibles civilisations qui se seraient développées à l'intérieur du Sahara. En oubliant Carthage et l'Égypte, l'imagination de peuples africains puissants reste hypothétique et m'empêche de donner une proposition crédible. Néanmoins, nous pouvons nous référer aux empires ayant existé dans notre réalité, comme l'empire du Mali qui a connu son apogée au XIVe siècle. En conclusion, si le Sahara était resté vert jusqu'à nos jours, ce lieu, riche en paysages et en diversité, aurait été le théâtre du départ de grandes civilisations. Elle connaîtrait sur son sol un commerce assez important, des batailles, mais peut-être aussi des grandes scènes de chasse d'animaux, ou pire encore, une destruction partielle de leur habitat. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos sur ce thème, ou sur d'autres sujets d'Uchronie, et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.